Fondée en 960, la dynastie Song a réunifié la Chine après des siècles de division. Mais un siècle plus tard, vers 1050, l'empire est sur le fil du rasoir. Il doit affronter des ennemis redoutables, les Liao au nord, les Xia à l'ouest, et bientôt, la menace encore plus grande des Yurchen. L'armée Song, qui compte 1 million d'hommes en 1020, est un gouffre financier, mais son efficacité sur le terrain est discutable. Résultat, les caisses impériales se vident à une vitesse alarmante, tandis que les paysans, écrasés sous le poids des impôts, luttent pour leur survie. La crise est profonde, structurelle et l'empire vacille. C'est dans ce contexte de péril imminent qu'un homme va émerger. Né en 1021 dans la province du Jiangxi, Wang Anshi est un lettré brillant. Il réussit avec succès les très sélectifs concours impériaux en 1042, la voie royale pour intégrer la haute administration. D'abord gouverneur local puis conseiller influent, il se distingue par sa vision et son pragmatisme. Ses analyses précises de la situation de l'Empire finissent par attirer l'attention du souverain lui-même. En 1068, il gagne la confiance totale de l'empereur Shenzong. Conscient de l'urgence, Wang Anshi ne propose pas de simples ajustements, mais une refonte totale de l'État. Dès 1069, avec le soutien de l'empereur, Wang Anshi lance un programme de réforme d'une ampleur sans précédent, connu sous le nom de Xin-Fa ou Nouvelle Loi. L'objectif est multiple et ambitieux, sauver les finances de l'État, moderniser l'armée pour la rendre plus efficace et moins coûteuse, soutenir une agriculture à bout de souffle et rendre l'administration plus compétente. CEASE est tout simplement le plus vaste projet de réforme que la Chine ait connu depuis des siècles, une véritable révolution menée depuis le sommet du pouvoir. Le premier chantier et le plus urgent est l'économie. Pour contrer l'endettement des paysans, Wang Anshi met en place les prêts verts. L'État fournit directement aux agriculteurs des avances en argent ou en grains à des taux d'intérêt très faibles, remboursables après la récolte. C'était un coup direct porté aux riches propriétaires terriens qui s'enrichissaient grâce à l'usure. Parallèlement, il réforme l'impôt foncier pour qu'il soit plus juste et met en place un système de greniers publics pour acheter les surplus en période d'abondance et les revendre à bas prix en période de pénurie. Entre 1069 et 1073, ces mesures audacieuses parviennent à soutenir l'agriculture tout en renflouant les caisses de l'État. La réforme militaire est tout aussi radicale. L'armée professionnelle, pléthorique et coûteuse, est complétée par un nouveau système. Chaque groupe de 10 familles doit désormais fournir un soldat et l'équiper, créant ainsi des milices locales bien moins chères et capables de défendre leur propre territoire. Le développement de nouvelles armes est encouragé pour moderniser l'équipement. Wang Anshi tente même de créer des élevages de chevaux dans les plaines centrales pour réduire la dépendance de l'Empire vis-à-vis des peuples des steppes. Mais ce projet ambitieux se heurte à une réalité géographique. Le climat et le terrain ne s'y prêtent pas, et c'est un échec. Mais pour que ces réformes fonctionnent, Wang Anshi sait qu'il a besoin d'hommes nouveaux, d'administrateurs compétents et formés aux réalités du pays. Il s'attaque donc au cœur du système de recrutement de l'élite, les concours impériaux. Traditionnellement centrés sur la maîtrise des classiques confucéens et la poésie, les examens sont transformés pour inclure des matières bien plus pratiques, comme le droit, l'économie, la géographie ou la stratégie militaire. L'objectif est clair, recruter des gestionnaires pragmatiques, pas seulement des poètes érudits. Pour former cette nouvelle génération, il crée également des écoles publiques dans tout l'Empire. Cependant, une transformation aussi rapide et profonde ne pouvait que provoquer une opposition féroce. Les conservateurs attachés à l'ordre ancien se déchaînent contre lui. Les grands propriétaires terriens et les prêteurs, qui voient leurs privilèges et leurs profits menacés par les réformes économiques, mènent une campagne de dénigrement. Les lettrés traditionalistes, figures intellectuelles les plus respectées de l'époque, comme Sima Guang ou Su Shi, l'accusent de trahir les principes de l'harmonie confucéenne au profit d'un interventionnisme étatique brutal. La pression à la cour devient insoutenable et en 1076, Wang Anshi est contraint de démissionner et de quitter le pouvoir. Pourtant, l'empereur Shenzong, toujours convaincu de la nécessité des réformes, le rappelle en 1078. Wang Anshi reprend ses projets, mais le climat a changé, les oppositions sont plus fortes que jamais. Le véritable coup de grâce arrive en 1085, avec la mort de son protecteur, l'empereur Shenzong. Son successeur, influencé par le clan conservateur, s'empresse d'abolir la quasi-totalité des nouvelles lois. C'est la fin du rêve. Usé par des années de lutte politique acharnée, Wang Anshi meurt l'année suivante, en 1086, voyant son œuvre démantelée. Quel héritage laisse-t-il ? À court terme, ces réformes sont un échec. L'Empire Song, incapable de se moderniser, finira par succomber aux invasions quelques décennies plus tard. Pourtant, l'histoire a retenu le nom de Wang Anshi.
il reste le symbole du réformateur visionnaire, peut-être trop en avance sur son temps, qui a osé affronter un système sclérosé et des élites puissantes pour tenter de sauver son pays. Son audace et son analyse des problèmes de la Chine résonneront à travers les siècles, inspirant d'autres réformateurs. L'histoire de Wang Anshi nous rappelle que vouloir moderniser une société est un combat permanent contre les traditions et les intérêts établis. Un combat dont l'écho se fait encore sentir aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si l'histoire de la Chine vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.